Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, commissaire européen au marché intérieur de l'Union européenne, notamment en charge des questions d'industrie, de digital et de défense. 1 heure d'entretien avec à mes côtés ce dimanche pour vous interroger. Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Et bonjour François Langlais. Énormément de sujets à aborder ensemble. Mais évidemment, commençons par ce vote crucial. Kiev qui peut pousser un ouf de soulagement ce matin après des mois d'affrontements politiques. La Chambre des représentants aux États-Unis a voté un vaste plan d'aide à l'Ukraine, 61 milliards de dollars. Est-ce que vous diriez, comme certains experts et spécialistes, que c'est une aide sans laquelle l'avenir de l'Ukraine sur le front aurait pu être compromis? Certains alertés finalement en disant que Kiev aurait probablement dû lâcher des territoires sans cette aide. Quelle est votre analyse ce matin, Thierry Breton? Mais maintenant, elle est là, cette aide. Ouais. Elle est là, elle était, vous avez raison de le rappeler, très attendue. Ça fait près de 18 mois du reste qu'on en parlait. Donc ça montre aussi, par parenthèse, le fait que la démocratie américaine a des difficultés aujourd'hui. On compare souvent nos démocraties, la démocratie européenne et la démocratie américaine. Finalement, la nôtre est un peu plus efficace. Nous avons voté notre soutien à l'Ukraine de 50 milliards. C'est pourtant identique. On l'a voté. Il est en place. Non sans quelques aussi tergiversations. Oui, mais il a été voté et beaucoup plus rapidement. Alors maintenant, évidemment, c'est très important ce qui s'est passé hier à la Chambre des représentants. On avait des signaux, il ne faut pas se mentir. J'avais moi-même rencontré Tony Blinken il y a une dizaine de jours. On a beaucoup échangé. On sentait que les esprits évoluaient. Les esprits évoluaient. Vous avez des signaux? Oui, on avait des signaux. Lesquels? C'est important. Ça veut dire aussi qu'il faut espérer que les États-Unis ont déjà prépositionné tout ou partie de la contrepartie de cette aide militaire, notamment en ce qui concerne les munitions, notamment en ce qui concerne aussi la protection de l'espace aérien au plus près, évidemment, de l'Ukraine, pour pouvoir maintenant livrer ces équipements. Mais l'Europe que vous représentez ce matin pousse un ouf de soulagement? La voie européenne? Nous nous félicitons évidemment de cette décision. Il faut maintenant évidemment, comme vous savez, qu'elle soit à ratifier désormais. Alors on pense que ce sera mardi, il faut l'espérer au Sénat. Le président Biden a dit ensuite qu'il pourrait signer le plus rapidement possible. Qui sera normalement très facilement acté. Voilà, c'est que le Sénat est majoritairement démocrate, donc c'est très important. Oui, bien sûr, on voit bien aujourd'hui, et si on revient sur l'Ukraine, parce que c'est ce sur quoi vous voulez m'interroger, on voit bien que la stratégie de Vladimir Poutine, d'abord, c'est de réduire au maximum, et c'est terrible ce qu'il fait, du reste, parce qu'il est en train de réduire le réseau électrique ukrainien de façon très systématique. Donc on voit bien que c'est pas uniquement le front, c'est pas uniquement. Il est en train vraiment d'affaiblir par tous les moyens possibles le pays, d'où la nécessité évidemment de protéger l'espace aérien par un dôme de protection. On voit bien aussi qu'il essaye de masser des troupes pour bénéficier évidemment du printemps. Enfin tout ça, vous le dites et vos experts le disent, je le dirais tous les jours, et c'est la réalité. Donc le fait qu'on puisse maintenant fournir rapidement à l'Ukraine les moyens de se défendre, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Là-dessus, à ce sujet, sur la livraison des armes, est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de dater la période à laquelle l'Ukraine serait effectivement renforcée sur le terrain? Non, dater c'est très difficile parce que d'abord... Il faut combien de temps pour que ça on a des relations évidemment et tout ça est extraordinairement contrôlé comme vous le savez. Donc je ne pourrais pas répondre à vos questions, même si évidemment je suis le commissaire en charge des industries de défense. Donc on est en permanence en contact évidemment avec les États membres, avec aussi les autorités ukrainiennes. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps encore le Premier ministre ukrainien et on a beaucoup parlé de ces choses-là. Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question. La première, c'est évidemment qu'il faut impérativement accroître notre soutien en matière de munitions. Et ça, on n'a pas attendu, évidemment, les Américains. Vous savez, les Américains, du reste, ne fabriquent que très peu de munitions. Ils sont très, très en retard. Lorsqu'on a pris avec mes équipes le sujet à bras-le-corps, il y a 1 an, la capacité de production des États-Unis, c'était 300 000 obus par an. Alors nous, on était à 500 000. Enfin, depuis, on a doublé, on est à plus d'1 million. Et dans les 10 mois qui viennent, on va redoubler. Donc, en l'espace de à peu près un peu moins de 2 ans, on sera passé de 500 000 à 2 millions. Face à une Russie qui est l'État 2,5 millions. Entre 2 et 3. Voilà. Donc on y sera. Voilà, ça, et c'était vraiment l'objectif, moi, que j'avais fixé à mes équipes. Il faut impérativement, parce que dans cette guerre, que nous soyons évidemment, je dirais, à égalité avec la Russie, on est dans une guerre aussi, évidemment, où les narratifs comptent, on est aussi dans une guerre, comment dirais-je, qui n'est plus une guerre de stock, qui est une guerre aussi de capacité de production
industrielle de défense. Et c'est pour ça qu'on fait des efforts aussi immenses, nous, en Europe. Et je tiens à le dire, le président de la République, Emmanuel Macron, a souvent appelé à un sursaut, ce qu'il appelle la nécessité pour ces industries de défense de passer en économie de guerre. Il était récemment à Bergerac, notamment. Il est à Bergerac, qui est une usine de poudre, évidemment. Il a totalement raison. Et on l'a fait évidemment dans le segment aujourd'hui des munitions. Donc c'est en route. On vient d'identifier 31 sites en Europe qui vont bénéficier d'une aide de l'Union européenne pour accroître très significativement la poudre, le TNT, l'ensemble de la fabrication des obus, les fusibles, etc. et augmenter cette capacité. Donc là, oui, on est maintenant en économie de guerre sur ce segment. Je reviens moi-même, j'étais en Finlande en début de semaine. Finlande qui est un pays, évidemment, qui a 1340 km de frontière avec la Russie. Vous imaginez évidemment ce que cela veut dire. C'est notre plus grande frontière évidemment avec la Russie de Vladimir Poutine. C'est un pays évidemment qui maintenant, on le sait, est membre de l'OTAN, et il faut s'en réjouir. C'est un pays qui, bien qu'ayant un peu plus de 5 millions d'habitants, a une armée, tenez-vous bien, de 800 000 femmes et hommes en armes. Évidemment, c'est une armée qui n'est pas une armée, je dirais, de métier, mais c'est une armée, on fait son service militaire en Finlande, et on peut être mobilisé. Ils sont prêts à être mobilisés. Ils sont prêts. Et donc la Finlande a aussi des très grandes capacités, puisqu'elle les avait constituées pour se défendre, de munitions. Donc moi, mon rôle, si vous voulez, c'est de voir avec l'ensemble de mes équipes, de voir comment on peut accélérer ces fournitures Mais sur le vote, sur le front. Sur le vote américain, juste pour reprendre la question de François, on sait que une partie des équipements américains sont stockés en Europe. Vous n'avez pas aujourd'hui la possibilité de savoir, une fois le vote acté en semaine prochaine au Sénat, quand les armes seront livrées en Ukraine ? On va avoir une réunion très importante ce lundi à Luxembourg des ministres de la Défense européenne et des ministres des Affaires étrangères, donc qui sera présidée par notre haut représentant Josep Borrell. Donc on va parler évidemment de l'ensemble de ces questions, mais je ne peux pas en dire plus à ce stade. Ce qui est certain, c'est que dès que le président Biden, que nous voyons à l'écran, aura signé, et on l'espère dès cette semaine, donc la promulgation de cette loi, et donc de ce soutien, les choses aillent vite. Et sur le segment donc de la protection aérienne, on sait qu'il faut, alors certains disent 6, 7, 8 batteries missiles patriotes pour accroître très sensiblement la protection des zones critiques ukrainiennes. Et puis aussi, tout ce qu'on peut faire pour continuer à accélérer les donations de munitions sera le bienvenu. Mais c'est un signal évidemment très fort. Je rajoute, peut-être pour les téléspectateurs, que c'est un signal qui va se traduire immédiatement dans les faits, et que quelles que soient les évolutions de la politique américaine, ceci est inscrit maintenant dans le marbre. Alors justement, évolution de la politique américaine. Avant de parler de la coopération nécessaire en Europe, on s'arrête sur Trump. Justement, il n'a pas empêché le vote des crédits de l'aide à l'Ukraine. Alors on ne va pas revenir sur les compromis, les discussions, etc. Mais est-ce que derrière l'attitude, la petite évolution de Donald Trump, vous pensez qu'au fond, finalement, s'il est président demain, il sera peut-être quand même, il est toujours sensible à la responsabilité, au sens de l'histoire, et ne voulait pas porter, effectivement, encore une fois, l'échec si, effectivement, ses amis républicains avaient, comme il le souhaitait au départ, renoncé à voter. Alors évidemment, Madame Chabot n'attendait pas de moi ni hommage, ni condamnation de Trump, de commenter, je dirais, d'abord les élections dans un pays qui est un pays allié. Les électeurs ne se sont pas prononcés, ils vont se prononcer. Et puis aussi, peut-être, les évolutions, les tendances, peut-être même le caractère psychologique des acteurs. Non, moi je connais Donald Trump, évidemment. J'ai travaillé avec lui et avec ses équipes lorsqu'il était président des États-Unis. Et on a trouvé un modus vivendi. On a fini par trouver la façon de travailler. Notre rôle à nous, en Europe, c'est quoi ? C'est évidemment de travailler avec tout le monde. Mais vous voyez, avec Donald Trump, comme avec un nombre important désormais de leaders de grands pays, de grands continents. Certains sont des autocrates du reste. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, évidemment. C'est les rapports de force. Et l'Europe, s'il y a une chose, me semble-t-il, que sous ce mandat, et moi c'est la mission qu'avait confiée le président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il m'a nommé, bâtir une Europe plus forte,
Une Europe qui puisse désormais ne plus être naïve et qui puisse faire comprendre, d'abord à nos concitoyens, qu'elle protège parce qu'elle est puissante. Et nos concitoyens, mais aussi ceux avec qui nous interagissons. Alors, on parle de Donald Trump. Donald Trump, il y a une chose, je me souviens de discussion qu'on a eue avec lui, à la fin, vous savez, il se targue d'être un ancien businessman, comme il dit. Il fait des deals. Il fait des deals, mais et derrière, c'est « you have to pay what you have to pay ». Vous devez payer ce que vous devez payer. Et quand on écoute bien ce qu'il dit en ce moment, on va donner, mais il faut que chacun paye sa part. Regardez, c'est ce qu'il avait dit pour l'OTAN. Ce qu'il dit, c'est ce que chacun doit payer sa part. Le 18 avril, c'est donc tout récent, un tweet qui fait... Comment se fait-il que les États-Unis aient engagé plus de 100 milliards de dollars dans la guerre d'Ukraine, plus que l'Europe, alors qu'un océan nous sépare? Bougez-vous l'Europe. Alors c'est faux, on a engagé plus. Donc on a engagé aujourd'hui plus que les États-Unis. On est le premier contributeur, tout secteur confondu. Bon, enfin, il semble trouver que c'est pas assez et que l'implication de l'Europe n'est pas suffisante. Il vient maintenant de rattraper un petit peu, mais c'est faux. Et Donald Trump, il connaît les chiffres aussi, donc quand on lui met les chiffres, et moi je les connais par cœur, je dis qu'aujourd'hui, l'Europe est le premier contributeur. Alors on peut penser que c'est beaucoup. D'abord, au niveau du PIB européen, c'est aujourd'hui, le PIB européen, c'est quoi, 1500 milliards à peu près, hein, en gros 15 000 milliards, pardon, excusez-moi, 15 000 milliards en gros. Voilà, donc 50 milliards, c'est quand même... Voilà, je rappelle que pour les conséquences du Covid, on a mobilisé 750 milliards, parce que c'était existentiel. Moi, j'ai pas peur de vous le dire. Ce qui se passe aujourd'hui sur le front est de l'Europe, c'est existentiel pour nous. On connaît les velléités de Vladimir Poutine de déstabiliser en permanence notre projet européen. Moi, je l'ai vécu. Vous vous souvenez, François Lambé, j'étais chargé des vaccins, des usines de vaccins. De même que je fais le tour en ce moment des usines de fabrication de munitions en Europe, j'ai fait le tour et le tour et le tour, l'ensemble de nos usines pour monter la capacité de production. Dans chaque usine où je passais, on me disait il y a 3 jours, les Russes étaient là, ils voulaient soit qu'on arrête, soit qu'on fabrique leur fameux Spoutnik qui n'a jamais marché. Il a tout fait pour qu'on ne réussisse pas. On a réussi. On le voit, bien entendu, avec toutes les menaces hybrides. On le voit avec la désinformation. J'étais en Finlande avant-hier. On le voit, évidemment, sur la frontière. Je rappelais sa distance, 1340 km. On voit qu'il essaye maintenant d'utiliser les migrants. C'est malheureux qu'il va pousser, précisément, pour déstabiliser. Donc on voit très bien tout ce qui se passe. Et ne soyons pas naïfs. Et la seule réponse, il n'y en a pas deux, la seule réponse, c'est évidemment qu'on soit ensemble, on se mette ensemble et que nous pesions ensemble. Dans le monde tel qu'il vient, je voudrais vraiment vous faire partager ce sentiment parce que je le vis tous les jours. C'est un monde qui est un monde aujourd'hui dans des évolutions géopolitiques de rapports de force. L'Europe est un continent dans lequel, évidemment, on a des difficultés. Évidemment, il y a les difficultés du quotidien, on les rencontre dans tous les pays du monde. Mais globalement, c'est un continent où on vit beaucoup mieux qu'ailleurs. Parce que nous avons des règles d'état de droit, parce qu'on partage, parce qu'on se met ensemble. On parlait à l'instant des États-Unis. Vous voyez les États-Unis, vous voyez la difficulté de la démocratie américaine aujourd'hui. Voilà, donc c'est un projet qui peut-être gêne notamment certains autocrates qui nous entourent et à charge pour nous, non pas évidemment d'être des belligérants, mais qui veut la paix prépare la guerre. Thierry C'est exactement le domaine dans lequel nous sommes aujourd'hui. Se mettre ensemble, on entend votre message et votre idée aussi de mettre sur la table un plan d'endettement commun, un fonds à 100 milliards d'euros. Oui. Se mettre ensemble, d'accord, mais on est conscient, et vous êtes conscient au premier rang, des réticences de certains des 27. Est-ce que ce plan, ce fonds-là, a une chance un jour d'aboutir? Vous savez, au vu des positions des uns et des autres. Excusez-moi de prendre un tout petit peu de hauteur, et je vais revenir très vite à votre question. Quel est le rôle d'un politique ? Et les commissaires européens, bien sûr, on s'inscrit dans une dynamique, mais nous sommes des femmes et des hommes politiques. C'est de pouvoir articuler une vision. Et que cette vision, évidemment, elle soit partagée par le plus grand nombre. Alors on discute, je discute beaucoup avec le président de la République, qui partage évidemment, comme vous savez, il est même à l'origine de cette vision. Je discute beaucoup avec la première ministre estonienne, Kaja Kallas, qui a été très active sur cette vision. Et puis, nous qui sommes l'exécutif, mon rôle, c'est effectivement d'articuler, de pousser, de présenter cette vision pour que précisément les 27 ensuite puissent en discuter,
et puis progressivement s'en emparer. C'est ça la politique, c'est ça un projet. Et voyez-vous, pour pouvoir le faire, eh bien, il faut avoir des femmes et des hommes, évidemment, qui aient je dirais l'énergie, le leadership de le faire, mais qui aient aussi la capacité à écouter et à faire avancer ensemble. Je le dis parce que ça pourra peut-être nous donner quelques idées sur les élections à venir. Avoir la capacité à travailler ensemble dans l'intérêt général. Les opposants à cet emprunt, l'Allemagne par exemple, disent écoutez, on est déjà très endetté au plan national, est-ce que c'est bien raisonnable d'en rajouter une couche ? C'est vrai qu'on l'a fait pour le Covid, vous l'avez rappelé, mais dans des circonstances exceptionnelles. N'empilons pas les dettes sur la tête de l'Europe. Là, je m'adresse à l'homme qui a été ministre des Finances, qui a été l'un des premiers à alerter sur le poids de la dette. Aujourd'hui, il est quasiment 2 fois supplémentaire. Et pourtant, vous dites, il faut y aller. 3 fois. 3 fois. Et vous dites, pourtant, il faut s'endetter encore davantage. Bien sûr. Mais je rajoute une petite nuance, François Langlais. S'endetter ensemble, si vous permettez. Car voyez-vous... Non. Car voyez-vous, ce qui est dangereux... Non, François Langlais, et vous savez mieux que quiconque, ce qui est dangereux, précisément, nous partageons aujourd'hui une monnaie unique. Et il faut essayer d'être le plus harmonisé possible. Ce qui est dangereux, c'est de s'endetter individuellement, sans concertation avec ses pairs. Ça, c'est l'endettement national. Ça, c'est dangereux. Parce qu'évidemment, il y a un moment où les différences sont telles que, précisément, ça peut poser problème. En revanche, et c'est pour ça que je plaide moi-même, commissaire au marché intérieur, pour que dans tous les instruments que nous devons mettre sur la table, parce que c'est des instruments qui vont nous permettre de régler des problèmes d'intérêt général européen. Des biens communs européens. La santé, par exemple, pour le vaccin, on l'a fait. Les conséquences, oui, on l'a fait, les conséquences du Covid, on l'a rappelé tout à l'heure, 750 milliards d'endettement commun. Pardon, mais si jamais ce qui se passe aujourd'hui aux frontières de l'Europe et évidemment de l'Ukraine n'est pas existentiel pour nous, je ne sais pas ce que c'est. Mais donc, c'est ce discours infuse. Donc ça veut dire, bien sûr que ça infuse. Et mon point, c'est que sur des politiques qui sont des politiques d'intérêt général, oui, c'est vrai, je plaide pour cela, mais je ne suis pas le seul. Mais ça veut dire que ça va marcher, Thierry Bien Breton. sûr. Au Conseil européen en juin, par exemple, vous pensez qu'il y aura un accord ? Mais souvenez-vous, Arlette Chabot, quand on a commencé à émettre cette idée de l'emprunt commun, ça a été voler le bois vert, ça a été... Et puis finalement, l'Allemagne a rejoint. Oui, et souvenez-vous, une chancelière qui était en fin de parcours. Non. Aujourd'hui, on a une coalition qui est beaucoup plus fragile. Croyez-moi, je vois les choses évoluer, parce qu'encore une fois, tout le monde sait que c'est l'intérêt général. Et c'est vrai que chacun part de là où il est, chacun a sa culture, c'est ce qui fait aussi notre continent, sa richesse aussi. On parlait tout à l'heure des États-Unis, ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à faire marcher notre démocratie. Nous, on l'a fait marcher. Et c'est vrai qu'au début, quand on a un projet, il faut le porter. Et alors revenons sur ces 100 milliards. Oui, je pense sincèrement qu'il faut 100 milliards aujourd'hui, 50 milliards pour protéger nos espaces communs, la cyber, l'espace, le spatial, l'aérien avec un dôme spécifique, et puis l'espace maritime, et puis 50 milliards pour augmenter rapidement, très rapidement, notre base industrielle de défense. Et voyez-vous, le Conseil européen non seulement a accepté notre de cette proposition. Semaine, mercredi. Non, c'était le Conseil d'avant. Même il y a encore avant. Là, c'est autre chose, c'était surtout sur la compétitivité. Mais celui d'avant a accepté cette proposition et nous a demandé, ce qui est une très bonne nouvelle, à l'unanimité, de revenir au Conseil de juin pour présenter précisément les voies et moyens, les modalités et l'enveloppe. Donc ce sera acté, à votre avis, au mois de juin ? Mais en tout cas, on avance. Voilà, on avance et je suis confiant qu'on va avancer parce qu'encore une fois, d'abord, les bons temps, évidemment, je le mesure bien, peuvent paraître très significatifs quand on les entend comme ça, mais je le rappelle, au niveau de l'Union européenne, c'est un investissement, y compris parce que, par parenthèse, pardon, ça augmente la création de notre base industrielle, ça augmente nos emplois, ça augmente notre savoir-faire, et on sait qu'il faudra de plus en plus, dans le monde tel qu'il vient, que nous ayons cette capacité à nous défendre potentiellement tout seuls, oui. Thierry Breton. On voit aujourd'hui que les Chinois aident massivement la Russie. Et dans le vote d'ailleurs de cette nuit, il y a une partie de l'aide américaine qui est dédiée à Taïwan, justement opposée à la Chine. Et pendant ce temps-là, le chancelier Scholz fait une tournée un peu comme avant, en Chine, accompagné de tous les industriels de l'automobile, en disant au fond, il faut qu'on continue à vendre là-bas. Pendant ce temps-là, la France invite le président Xi Jinping, qui devrait être là le mois prochain, reçu en grande pompe. Est-ce que ça peut durer ? Qu'on fraye, en quelque sorte,
comme du temps de la paix, alors que manifestement, un axe Pékin-Moscou-Téhéran s'est constitué et que nous sommes de l'autre côté? C'est une question très importante que vous posez là. Elle est importante parce qu'elle caractérise notre positionnement, nous, en Europe. Alors, on a des alliances extrêmement fortes, et notamment avec les États-Unis d'Amérique. On a des relations avec tous ceux qui nous entourent. Maintenant, beaucoup moins avec la Russie, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, parce que toute relation, il le traduit en dépendance, et la dépendance, il le traduit en arme hybride contre nous. Très bien. La Chine, ça ne vous a pas échappé que ce n'est pas exactement la même démocratie que la façon dont nous opérons, nous, en Europe. Du reste, le président Xi Jinping a réussi à faire renouveler pour une durée assez longue. Ce qui caractérise du reste les autocraties des démocraties, c'est que nous, on remet tout en cause tous les 4 ans, tous les 5 ans. Que ce soit à Moscou ou à Pékin, c'est un tout petit peu différent. Alors, est-ce qu'il faut être plus dur avec Mais Pékin? il n'en demeure pas moins que nous sommes effectivement dans une situation où on n'a pas revendiqué ce que certains, je pense en particulier aux États-Unis, le découplage. On ne va pas se découpler de la Chine. Il y a des relations importantes, commerciales, aujourd'hui, très importantes, entre la Chine et l'Europe, l'Union européenne, mais on va la dérisquer. Et dérisquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas mettre sur les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur critiques. Mais c'est ça la réelle politique, juste à nos téléspectateurs. Quand on alerte et que les ministres des Affaires étrangères disent qu'aujourd'hui, il y a de très fortes préoccupations sur le transfert de matériaux chinois à la Russie, qui aide précisément la machine de guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut continuer? Il y a effectivement... Normalement avec la Chine. Tout ceci est très officieux, parce que voilà, on n'a pas la preuve, évidemment, c'est officieux. Hein, il y a des suspicions peut-être, mais je parle des relations entre l'Union européenne, puisque c'est ça dont le chancelier Scholz est venu discuter avec Xi Jinping. C'est évidemment ce dont Xi Jinping va venir discuter avec le président de la République, Emmanuel Macron. C'est les relations, évidemment, qui sont des relations commerciales, qui sont importantes, mais qui doivent se fonder sur un thème qui désormais est un thème très simple, mais très puissant. La réciprocité. Et on le sait, la réciprocité, elle a été bafouée au cours des 20 ou 30 dernières années. Commercial, bien sûr, vous le dites, hein. Bien entendu, entre l'Europe et la Chine. Et désormais, dans toutes les politiques que nous mettons et que je bâtis, moi, dans le centre de mes responsabilités, ce terme de réciprocité est un terme cardinal. Alors, ça gêne un peu les Chinois. Il va falloir qu'ils s'habituent, parce que s'ils veulent continuer à bénéficier du marché intérieur selon des règles qui sont nos règles de respect, par exemple, de l'environnement, de respect de la protection sociale, de respect aussi contre les aides d'État indues, eh bien, ils sont obligés de s'y soustraire et Et du reste, dans le cadre de... Moi, je suis commissaire au marché intérieur, donc j'ai des services. On a ouvert des enquêtes. Il y avait, par exemple, en Bulgarie, un appel d'offres avec des locomotives. On a eu des suspicions d'État indu. On a lancé une enquête. Bon, finalement, ils sont partis. On n'hésitera pas, et je n'hésite pas à utiliser les instruments qui sont à ma main pour précisément veiller à ce que, si jamais on vient sur le marché intérieur, et tout le monde est le bienvenu. Vous n'avez pas la main qui tremble sur le sujet. On fasse en sorte que, désormais, l'ensemble des lois et des critères soient respectés pour maintenir ce qu'on appelle en anglais, la level playing field, c'est-à-dire une équité entre les entreprises européennes et les entreprises chinoises. Avant d'arriver à la fin de la première partie de cette émission, une question sur nos relations avec la Russie. Oui, et puis petite question, puisqu'on est au chapitre invitation et voyage. Le président chinois sera à Paris au mois de mai. Il y a les cérémonies du débarquement, évidemment, au 6 juin. Alors, il y a une question qui s'est posée. Alors, faut-il inviter les Russes? Les Russes, oui, Poutine, non. Donc, le président Poutine n'est pas invité. En revanche, une invitation est lancée aux Russes. Est-ce qu'à votre avis, c'est juste? Là, j'ai vraiment pas de commentaire à faire, mais j'ai... en tant que citoyen, j'ai cru comprendre qu'il y avait que le président Poutine était recherché et qu'il ne pouvait pas se rendre dans mais les Russes présents. Oui, mais ça choque certains. Vous parlez, Madame Chabot, du président Poutine. J'ai cru comprendre que le président Poutine faisait l'objet absolument la Cour pénale internationale. Un appel assez explicite par la Cour pénale internationale. Et donc c'est vrai qu'il veille, je crois, très précisément à ne pas se déplacer. Aux endroits où il va. Donc présence russe normale ou pas? C'est pas moi. La présidente de Géorgie disait sur notre antenne hier que la Russie n'a plus sa place dans le monde civilisé. Écoutez, c'est pas à moi à le dire.
Même si, vous voyez, on a tous évidemment eu des relations avec le peuple russe, que ce soit des très grands artistes. Il y a des immenses artistes en Russie, que ce soit avec les scientifiques, il y a des très grands scientifiques. J'ai eu moi-même des relations personnelles avec chacun d'entre eux. Je les garde pour moi, évidemment. Et je pense qu'il est important de faire aussi la distinction entre ce qui constitue la force du peuple russe et l'autocratie terrible qui est mise en œuvre aujourd'hui par Vladimir Poutine et les siens sur son pays. L'Iran présente un défi de sécurité non seulement pour Israël et les pays de la région, mais aussi pour l'Europe. Les mots du ministre des Armées Sébastien Lecornu aujourd'hui chez nos confrères du Parisien. Dans le plan que nous évoquions voté par les États-Unis cette nuit, il y a ces 13 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël. Est-ce que déjà vous partagez ce constat fait aujourd'hui par le ministre des Armées français? Ah oui, à 100%. Il a donné une interview ce matin extrêmement claire et explicite et qui traduit bien entendu la position de la France, mais qui, je crois pouvoir le dire, est vraiment traduit la position de l'ensemble des 27. Bien sûr, personne n'est naïf, là encore, on parlait de naïveté tout à l'heure, sur le rôle multifacette de l'Iran dans la région, y compris par parenthèse sur les voies maritimes. On le sait, avec tous les proxys, l'Iran est le champion, j'allais presque dire, hélas, triste champion, toute catégorie des proxys. Donc, bien entendu, Sébastien Lecornu a parfaitement raison. Nous sommes très attentifs. On a discuté, évidemment, alors, on est très structuré, bien sûr, à la Commission européenne. Celui qui parle des affaires étrangères, qualité, c'est le haut représentant, c'est-à-dire c'est Josep Borrell. Il faut écouter donc ce qu'il a dit. Et effectivement, on a condamné très fortement, par sa voix, donc, ce qui s'est passé le week-end dernier. Le week-end dernier, évidemment. Il s'était du reste exprimé aussi sur l'attaque d'Israël sur le consulat iranien. Mais évidemment, sans aucune commune mesure, ce qui s'est passé est absolument totalement inacceptable. Du reste, la coalition à laquelle fait référence Sébastien Lecornu s'est mobilisée. Chacun a joué son rôle là où il devait le jouer, conformément à ses engagements. Alors, est-ce qu'il va y avoir derrière, évidemment, on va discuter, on a commencé à en discuter, donc ça c'est le Conseil européen, notamment des sanctions. Il y a déjà des sanctions, évidemment, on sait, sur un nombre important d'entités en Iran. Il faut les accélérer, comme le demande le président français. La question, c'est de voir si on les élargit, donc notamment en ce qui concerne les entreprises qui fabriquent, on le sait, un certain nombre d'équipements militaires qui sont utilisés auprès des proxys, mais en particulier aussi en Russie. La question est discutée aujourd'hui, enfin elle est discutée en ce moment, donc au Conseil. Je suis sûr qu'on en reparlera du reste lundi avec les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense. C'est une question importante. Arlette Chabot. Quand on regarde aujourd'hui l'aide effectivement à l'Ukraine, votée aux États-Unis, dans ce plan il y a aussi l'aide à Israël. Sur la planète, pardon de le dire en faisant référence à un chanteur dont on parle beaucoup, Michel Sardou, mais sur la planète entière, il y a des tas qui disent si les Américains n'étaient pas là, ils sont là, les Américains. On ne vous demandera pas de chanter ce midi. Je ne vais pas te chanter, mais ça nous ramène à ça. C'est-à-dire, si les Américains n'étaient pas là, eh bien, effectivement, il y aurait des Européens qui paraissent quand même très, très en retrait, ou aussi très en retard, ou parce qu'ils n'ont pas effectivement les moyens, ou n'ont pas encore les moyens. On parlait tout à l'heure de votre plan sur l'aide, effectivement, pour acheter en commun des moyens de se défendre. Donc vive les Ricains. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Bien sûr, vive les Ricains, bien sûr, vive notre alliance avec les États-Unis d'Amérique, qui est une alliance extrêmement forte, et qui est dure, et qui va durer, quelles que soient du reste les évolutions électorales, j'en suis convaincu. Mais non, Madame Chabot. Depuis maintenant 5 ans, je peux en porter témoignage, moi, ici, à ce micro. Ce qui se passe pour les industries de défense en Europe est du jamais vu. Du jamais vu. Imaginez, par exemple, que je suis allé demander pardon, mais au Parlement européen, dont on sait qu'il est quand même multiple, de m'octroyer la capacité d'utiliser 500 millions d'euros d'argent public pour pouvoir accroître la capacité de fabrication de munitions
Eh bien, le Parlement européen a voté à 80%. Ça veut dire pratiquement tout parti confondu. Mais vous imaginez ça, il y a 4 ans ? Pardon, mais bien sûr qu'aujourd'hui, on est un peu en retard en matière de capacité de production. Le problème, c'est la capacité de production. Parce qu'on a vécu un peu trop sous le mythe des dividendes de la paix. Les dividendes de la paix, c'est vrai, à partir du moment où le mur de Berlin est tombé, à partir du moment où l'Union soviétique a implosé, à partir du moment où on a réintégré un nombre très important, et c'est une chose formidable, des anciens pays du bloc de l'Est au sein de notre projet européen, eh bien l'Europe a vécu, pas tous, la France non, l'Italie non, la Grèce non, par parenthèse tous les pays du Sud, par parenthèse. Les pays du Nord, pour beaucoup d'entre eux, ceux qu'on qualifie de frugaux, on dit on arrête de dépenser en défense, on n'a pas arrêté. Ils étaient plus exposés à la menace soviétique que nous ne l'étions peut-être. Oui, c'est pour ça qu'ils ont arrêté de dépenser en défense, c'est bizarre. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais alors ils se sont dit, on se met systématiquement sous parapluie américain. Oui. Et on a vu évidemment où ça nous menait. Donc oui, aujourd'hui, il faut rattraper ce qu'on appelle cette préparation à la défense. Mais la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que nous avons une industrie de défense très, je dirais, homogène sur le territoire européen. C'est mon travail, je vais les voir tous les jours. Mais donc les États-Unis, grand argentier du monde, c'est une caricature? Alors d'abord, grand argentier du monde, grand imprimeur de dollars du monde, oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils impriment de dollars, c'est vrai, argentier après, on va voir, mais la réalité, je le redis, c'est que c'est nous et c'est normal, ça se passe chez nous, ça se passe dans notre voisinage, c'est nous qui dépensons plus que les États-Unis aujourd'hui pour jouer le rôle qui est le nôtre. Mais ça ne suffit pas, je suis d'accord avec vous. Il faut maintenant passer dans cette nouvelle dimension où notre appareil de défense industriel puisse produire ce dont on a besoin. Voyez-vous, je vais vous donner un chiffre qui va donner le sentiment que ça plaide contre ce que je dis et pour ce que vous dites. Mais ça me permet, moi, comme d'habitude, de mobiliser tout le monde. Sur les achats de matériel militaire qui a été fourni à l'Ukraine, 62% ont été réalisés aux États-Unis depuis le début de la guerre. Donc, ça, il faut le corriger. Et comment on fait pour le corriger ? Eh bien, on augmente la préparation de notre base industrielle, et c'est tout le travail que je mène. Et je suis convaincu que comme on a réussi à le faire pour les vaccins, comme on a réussi à le faire pour les munitions, eh bien, on va réussir à le faire. Et ce sera l'un des projets majeurs, je dis bien majeurs, de la prochaine commission, que de le faire le plus rapidement possible. Et puis, je voudrais ajouter une dimension, qui est une dimension diplomatique. Vous savez, Vladimir Poutine ne connaît que les rapports de force. Quand le moment viendra, si ce moment vient, et on espère qu'il viendra, où Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, s'assoient à une table de discussion. Ce qui est absolument essentiel, c'est que Vladimir Poutine sache que derrière Zelensky, il y a toute une industrie de défense qui est nettement supérieure à la sienne. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Et croyez-moi, la Russie a dépensé l'année dernière 64 milliards d'euros pour sa défense. Nous, c'est 240 milliards en Europe. Donc, on a tout ce qu'il faut. N'ayons pas peur. Thierry Breton, parce qu'il faut qu'on avance, vous êtes commissaire européen au marché intérieur, en charge notamment de l'industrie, on l'a dit. Parlons de souveraineté, de questions de souveraineté de la santé, avec notamment un fait majeur qui nous a intéressé cette semaine, le laboratoire français Servier, qui a déclenché depuis plusieurs mois la mise en vente de sa filiale Biogarant, leader français des génériques. François. L'un des industriels qui semble le plus en pointe pour racheter cette entreprise qui fabrique des médicaments génériques, c'est un Indien. Faut-il s'alarmer, s'inquiéter du fait qu'une entreprise industrielle importante dans la production de médicaments génériques passe sous le contrôle indien ? Ce qui est très important, c'est que nous ayons pris conscience en Europe, et depuis la crise du Covid, qu'il était indispensable de renforcer nos chaînes de valeur et nos capacités de production. C'est inquiétant, cette affaire ? Alors, je vais revenir sur cette affaire. Elle est symbolique, peut-être plus qu'inquiétante. Elle est symbolique parce qu'effectivement, il faut pouvoir tout fabriquer en Europe. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire en étant compétitif, y compris en faisant des biogénériques. Et donc, c'est la spécialité de Biogarant. Je rappelle que c'est à peu près un tiers des génériques. Un générique sur 3, en effet. 8000 salariés dans 39 usines françaises. Qui sont donc fabriqués par Biogarant. Donc oui, moi je crois
personnellement, qu'il est très important que l'on garde la capacité de production en Europe. Alors, Même si c'est un propriétaire. Mais d'ailleurs, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Il y a une différence entre l'actionnariat. L'actionnariat, souvent, c'est un peu comme de l'eau. Voilà, c'est de l'eau. On ne sait pas ce qui compose les différentes. Voilà, c'est de l'eau. Elle vient d'ici, de là. Et derrière, ça fait fonctionner la machine. Maintenant, il faut faire très attention. Nous avons des règles. Et notamment des règles pour que ceci se fasse dans le respect, je dirais, de la bonne concurrence, et qui n'est pas, évidemment, des aides d'État. Nous avons des instruments. Donc j'incite, là il s'agit des autorités françaises évidemment, puisque ça se passe en France, donc j'incite à utiliser tous les instruments pour vérifier que ceci se fasse en respect des règles et des règles de droit et de bonne compétitivité. Et puis voilà. Si le ministre de l'Industrie, pardon de vous interrompre, le ministre de l'Industrie se dit énervé par cette possible cession. Il y a des possibilités de mettre le veto et de bloquer le rachat. Mais l'État a des possibilités, l'État français a des possibilités, il l'a déjà montré, l'État allemand les a, mais maintenant c'est à charge pour eux. Mais vous voyez, ce qui est derrière ça, je ne veux pas du tout éluder votre question, mais les instruments sont là, et il appartient évidemment aux États membres de les utiliser, de s'en saisir. Moi maintenant, je dirais commissaire européen. Alors je ne suis pas en charge des industries à proprement de santé, c'est ma collègue Stella Kyriakides qui le fait très bien du reste. Mais ce que je peux dire, c'est que en ce qui concerne notre autonomie stratégique et notre souveraineté, souvenez-vous, pendant la crise de Covid, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus fabriquer, on n'avait plus de fabrication d'antibiotiques. Il ne restait qu'une usine qui était une usine en Autriche, qui était du reste copilotée par Sandoz. Sandoz, du reste, j'étais, je vous le rappelais, à Ljubljana, en Slovénie, pas plus tard que ce vendredi, pour assister avec le Premier ministre Robert Golob à la première pierre d'une usine Sandoz pour faire de façon extrêmement massive des génériques en Europe. Oui, je suis convaincu qu'il faut renforcer notre capacité à faire des génériques en Europe, parce que c'est un élément très important dans l'ensemble de notre santé, d'une santé évidemment qui est meilleur marché par définition lorsqu'il s'agit d'un générique, c'est-à-dire d'une molécule qui a perdu les brevets au bout d'un certain temps et donc qui peut être fabriquée moins cher. Et on a la preuve, on sait, regardez ce qu'a fait Biogarant, qu'on peut le faire de façon compétitive en Europe. Donc je souhaite très vivement qu'on développe en Europe, pour notre autonomie stratégique, pour notre souveraineté, ce segment qui est un segment. Ça serait un terrible échec. Non, je ne dis pas ça, je dis encore le territoire européen. Mais je ne vois pas comment Biogarant va pouvoir quitter le territoire. Je crois qu'il y a 18 usines chez Biogarant qui sont réparties partout. Il y a un écosystème extrêmement fort qui a été mené depuis maintenant plusieurs décennies. C'est un véritable écosystème. Cet écosystème, évidemment, il faut qu'il se renforce. Maintenant, chacun doit faire son travail. Moi, je viens de vous dire ce que j'avais à vous dire en tant que commissaire européen. Les instruments sont là, mais je tiens à dire que cette activité est une activité dont je pense qu'elle sera de plus en plus importante dans l'enjeu, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Absolument. Et je le dis d'autant plus que lorsque j'étais en charge des vaccins, on a eu beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes avec l'Inde, qui avait fermé ses frontières. Et donc, dans des cas de crise, il faut savoir laisser ouvertes les chaînes de valeur. Biogarant y contribue. Parlons finances publiques maintenant, à l'ancien ministre de l'économie. Vous êtes 3 fois, donc. Pour vous, est-ce que l'objectif des 3%, 2,9% présenté par le gouvernement dans son programme de stabilité est crédible, quand on entend notamment l'avertissement de Pierre Moscovici qui dit justement que ces prévisions manquent de crédibilité. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui? Est-ce que ça vous paraît? Alors lui, il est dans son rôle, il est le président dans son rôle, mais il va très loin. Il est dans son rôle, c'est le président de la Cour des comptes, c'est le rôle de la Cour des comptes, de faire ce travail. C'est pas mon rôle à moi. Mon rôle à moi, c'est pas celui, encore une fois, et en particulier, je ne suis pas commissaire à l'économie. J'ai beaucoup de choses, mais je n'ai pas l'économie, en tout cas au sens financier du terme. Et donc, ce que je peux dire simplement, c'est qu'il est absolument indispensable, évidemment, que chacun, c'est du reste la réforme du pacte telle qu'elle a été acceptée et qui doit être mise en œuvre maintenant, chaque État membre doit maintenant présenter une trajectoire pour revenir donc à des critères de soutenabilité. C'est ce qu'a fait la France. Hein. C'est ce qu'a fait la France. La question, c'est... Est-ce que cette trajectoire est crédible? Eh bien, il appartiendra évidemment aux autorités françaises de le démontrer. Personnellement, j'ai aucune raison de mettre en cause cette dynamique. C'est un engagement qui va être pris, qui va être discuté évidemment par le ministre des Finances devant ses pairs. Mais j'ai aucune raison de penser qu'il sera remis en cause. Mais je voudrais juste rajouter un petit élément, si vous permettez. Bon, ça veut dire, parce que souvent les gens disent 3%, mais 3%, c'est rien. Mais bon, 3%, on nous embête pour 3%.
3%. Mais 3%, ça fait combien de déficit, François Langlais? C'est énorme, ça fait... Une centaine de milliards. Ça fait pas loin de 100 milliards. Une centaine de milliards. 90. Ça veut dire que si on est à 3% de déficit... On n'est pas loin du double aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 5,50 à peu près. Mais ça veut dire qu'il faut emprunter 3%. Ça veut dire qu'il faut emprunter tous les ans 100 milliards sur les marchés pour boucler les fins de mois. Donc, je le dis sincèrement, c'est important, c'est un chemin, mais c'est pas suffisant. Parce que, évidemment, tout ceci, ça se traduit par quoi? Par de la dette que l'on laisse à nos enfants. Et ça veut donc dire, évidemment, que, quelque part, notre vivre ensemble, parce que le budget de l'État, c'est notre vivre ensemble. On va parler de défense, on va parler de santé, on pourra parler évidemment d'éducation, bien entendu, d'accompagnement des seniors, de tout ce qui fait notre vivre ensemble. Eh bien, aujourd'hui, à 3%, on dépense 100 milliards, ce qui est énorme. Vous me disiez tout à l'heure que 50 milliards, c'était gigantesque au niveau de l'Europe. Mais là, c'est 100 milliards au niveau d'un pays. Donc oui, il faudra continuer. Il faudra continuer dans cette voie. C'est gigantesque. Et je pense sincèrement que le cheminement qui a été proposé est un cheminement qui va dans le bon sens et qui va dans cette direction. Il faut évidemment le tenir. C'est gigantesque et d'autres chiffres donnent le tournis. C'est tout de suite le chiffre de l'anglais. Ce chiffre, vous l'avez vu comme nous, 36 500 000 euros, c'est le salaire annuel de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, l'ex-Peugeot Citroën, Fiat Chrysler, c'est l'un des majors de l'automobile mondiale. C'est un salaire qui a fait polémique cette semaine, justement à cause de son montant considérable. C'est pas la première fois qu'il fait polémique. En 2022, Emmanuel Macron, qui était alors candidat à sa propre réélection, s'en offusquait et expliquait qu'il fallait une législation européenne pour encadrer, plafonner la rémunération des patrons. Où ça en est aujourd'hui? Puisque vous êtes un spécialiste de l'économie, François Langlais, et même un historien, puisque vous remontez, c'est pas la première fois sur cette entreprise. Vous vous souvenez de Jacques Calvé? Bien sûr. 89. Jacques Calvé, qui avait fait la une des journaux parce qu'il gagnait 2 millions de francs. 2 millions de francs. Et que ça faisait donc ça faisait l'équivalent de 1000 francs par jour. Là, on est effectivement, j'ai cru comprendre, à 100 000 par jour. Donc, c'est pas la première fois. Il avait du reste failli perdre sa position déjà. Donc, cette question, c'est une question qui, je dirais, est inhérente à notre système de fonctionnement donc de nos entreprises cotées. C'est les actionnaires. Mais ce sont des chiffres choquants. Mais il suffit de lire tout ce que vous dites pour avoir la réponse à votre question. Bien entendu. Voilà. Donc, quand on met ça, par rapport évidemment à la différence, à l'époque, Jacques Calvé, c'était 30 fois entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut qui avait fait déjà polémique. Donc, vous voyez, cette question, ça vous permet de répondre indirectement à votre question. Maintenant, est-ce que l'Europe peut, est-ce que l'Europe doit faire quelque chose? Maintenant, en face, et je pense qu'il faut être honnête toujours. Je ne vais pas rentrer dans le fait c'est un bon patron, c'est pas un bon patron, pour pouvoir augmenter la profitabilité. Comme il le fait, on sait que bien souvent ça se traduit par des fermetures d'usines, des suppressions d'emplois, peut-être même délocalisations. Ça peut se traduire aussi par des fermetures de tout l'écosystème, les sous-traitants. On sait que c'est une industrie qui a beaucoup utilisé ses sous-traitants pour accroître sa productivité. Donc ce qui est important, c'est que, évidemment, M. Tavares dit qu'il faut évidemment respecter la loi, et s'il y a une loi, etc. Mais il y a déjà une loi. Cette loi, ça s'appelle la fiscalité. Du reste, en France, elle est prête, sur un salaire, c'est près de 50%. Donc sur les actions, qu'il ne faut pas en faire davantage. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important aussi, si on veut avoir une information explicite, c'est que derrière, il y a la contribution également, que l'entreprise qui paye des impôts, que celui qui bénéficie de ce type de salaire paye des impôts, dire aussi combien il paye d'impôts, précisément en contribution. Si c'est 50, 60% sur les actions, c'est très intéressant d'avoir parallèlement donc au montant, le montant des impôts, y compris où ils sont payés. Pourquoi je dis où ils sont payés? Parce que quand il s'agit d'un écosystème dont finalement la charge n'est pas basée. Non, mais la charge va revenir à la collectivité. Donc c'est aussi pour ça qu'on lève l'impôt. Donc c'est important, moi je pense, en transparence, de dire combien on paye d'impôts, où on le paye, parce que c'est aussi une contribution que font et les entreprises et ceux qui bénéficient, je dirais, de ces salaires, parce que ces salaires sont votés par les actionnaires, donc à la collectivité. Maintenant, au niveau européen, puisque c'est la question que vous me posez, au niveau européen, vous avez vu qu'au dernier Conseil européen, il y a eu une discussion sur les marchés des capitaux.
enfin, pour essayer d'unifier. C'est un sujet très difficile. Les 27 se sont mis d'accord déjà pour voir comment on pouvait superviser ensemble, avoir une supervision commune. On n'en est pas encore à la fiscalité commune. Donc si on n'est pas encore à une fiscalité commune, par exemple, il y a certains pays où quand vous venez vous installer, vous n'avez pas d'impôt pendant 10 ans. Donc rien. Alors, ça fait un peu. Mais en 2022, il y a donc 2 ans, Emmanuel Macron a appelé la Commission justement à légiférer. Mais c'est pas la Commission qui légifère. C'est la Commission, encore une fois. À réguler. Non, ni réguler. La Commission, elle ne fait que proposer. Ces propositions ont été portées sur la table, notamment sur le marché des capitaux, y compris par le rapport L'État qui a été discuté pas plus tard que ce jeudi en Conseil. C'est ensuite les 27 qui se mettent d'accord, et j'ai cru comprendre que les discussions avaient été vives sur ces questions, pour pouvoir harmoniser. Voilà, il faut le faire. Je pense sincèrement, moi, qu'il faudra qu'on aille de plus en plus vers une harmonisation de nos systèmes de supervision, et puis peut-être même à terme également de nos systèmes de fiscalité. Mais c'est un cheminement compliqué. Parce qu'on arrive à la fin de cette émission, on ne peut pas ne pas évoquer le scrutin du 9 juin prochain et des européennes. La majorité, toujours à la peine, Valérie Ayé, 17,5% des intentions de vote dans notre sondage Rolling, face à un Jordan Bardella autour des 31,5%, 32%. La stratégie de la majorité du président de la République est-elle la bonne? Il y a ce grand discours jeudi prochain à la Sorbonne. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Rassemblement national sera le grand gagnant de cette élection? Mais nul peut le dire. On voit évidemment les sondages comme vous tous. Nul peut le dire. On peut l'anticiper. Nul peut le dire. On est à 50 jours du scrutin. J'espère que tous ceux qui nous ont entendus ont vu que, peut-être dans mes propos, il y avait effectivement la nécessité de cette Europe puissance. Et je sais que c'est ce que le président de la République appelle de ses voeux. Cette Europe puissance qui est faite pour nous protéger nos frontières, protéger notre santé, nous protéger contre les autocrates. Mais ce discours n'a pas l'air de vraiment porter. Et donc, bien sûr que c'est évidemment, c'est pour ça que j'attends comme beaucoup, avec beaucoup d'intérêt, le discours du président de la République ce jeudi. Vous allez assister au discours de la Sorbonne? Je suis sur le terrain en permanence dans des usines d'armement, mais je peux vous dire une chose, de là où je serai, je vais l'écouter en direct, parce que je sais qu'il apporte beaucoup. Il apporte beaucoup parce que quand on voit ce que son discours de la Sorbonne de 2017 a apporté sur l'autonomie stratégique, c'est absolument extraordinaire. Toutes les évolutions que nous avons pu conduire ensuite au sein même de la Commission et des institutions européennes pour faire passer maintenant ce message. Donc oui, je suis convaincu que son message d'une Europe puissance qui va décliner, il ne m'appartient pas évidemment de dire ce qu'il dira lui-même, bien entendu, vous le comprenez fort aisément, il n'en demeure pas moins que je sais que son message, il est attendu bien entendu en France, il est attendu aussi en Europe, parce qu'Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui l'un de nos leaders, qui est, je dirais, bientôt le plus ancien, puisqu'il a été, ils sont peu à avoir été réélu, donc a une voix qui compte et qui pèse dans le monde complexe tel qu'il est. Dernière question, Thierry Breton. La présidente actuelle von der Leyen, Madame Ursula von der Leyen, se représente. Vous l'avez critiqué sans ménagement. Vous visez sa place? Non, d'abord, je ne suis pas d'accord avec la première partie de votre remarque, mais je vous la laisse. Les critiques confusées quand même, malgré tout. Mais l'idée, c'est est-ce que vous pourrez cohabiter une deuxième fois, les deux? Mais à partir, on fait de la politique. Le temps maintenant est un temps qui est un temps politique. Ursula von der Leyen a choisi, c'est la première fois dans nos institutions européennes, d'être à la fois présidente de la Commission, mais également tête de file donc, du Parti des conservateurs. Donc il y a de la politique. Voilà, moi, il se trouve que je suis Renew, je ne suis pas conservateur, donc je défends la famille Renew et les idées Renew, elle défend les conservateurs, mais on saura se remettre autour de la table parce que ça fait partie de notre ADN, bien entendu, comme on l'a fait auparavant. Merci le moment beaucoup. venu. Merci beaucoup Thierry Breton.